monde doit sortir pour un gagne-pain. C'est la pauvreté. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc toutes les routes secondaires posent problème. Il faut s'imaginer prendre la capitale, l'amener ailleurs. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétaires, tout ça. Donc nous avons l'incivisme routier de la part des conducteurs de véhicules. Nous avons les routes secondaires qui n'existent plus. Et aussi la police de circulation routière y est aussi pour quelque chose. On va y revenir. Vous trouvez des responsables de la République avec des armes achetées avec l'argent des contribuables qui sont sur l'essence interdit en train de menacer les citoyens qui sont sur la bonne voie. Et vous avez ce responsable-là, il est adossé à son siège de derrière, toujours au téléphone. Qui ne dit mot. Il dit, non mais il est tout content. C'est aussi ça une jouissance. Il y a lieu d'organiser le recensement et penser la deuxième ville. Une seule route reliant l'Est à l'Ouest. Je parle du boulevard. Et pourtant, rien que sur la rivière Ndjili. Mais on peut poser 3-4 ponts. 2 ponts vers Petro-Congo, 2 autres au-delà de Ndjili Brasserie, de façon à relier les centres-villes. Je crois qu'avec la construction du rocade, ça va faciliter la tâche. Ça va faciliter, mais en attendant, il n'y a pas de solution immédiate. Ok. C'est un casse-tête qui continue. Très bien. Nous allons suivre ces dossiers. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En toute vérité. Il y a un an, la ville de Goma tombait sous le contrôle du M23 soutenu par l'armée rwandaise, plongeant une fois de plus l'Est de la RDC dans une situation de crise sécuritaire et humanitaire. Un an après, la situation demeure préoccupante. L'aéroport international de Goma est toujours resté fermé. Les activités sont paralysées pendant que des milliers de familles vivent encore dans l'insécurité et les déplacements. Ce soir, notre émission s'interroge où en sommes-nous réellement à ce stade, un an après, quelles conséquences pour les populations de la ville de Goma, de Bukavu, et surtout quelles perspectives pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour en débattre, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai à ma droite Cédric Kenina, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir à nos téléspectateurs. Le grand Moufouengue, vous allez bien? Je vais bien, Anita. Bonsoir à toi. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent du nord et du sud Kivu, 2 provinces martyrs. Voilà, je commence avec vous. Un an après la prise de la ville de Goma et la fermeture de l'aéroport, est-ce que la situation s'est calmée ou elle continue à s'aggraver? Un an, soit le 25 janvier 2025, 25 janvier 2026, ça fait exactement une année que Goma est tombé sous occupation du Rwanda. La population, qu'est-ce qu'elle vit comme situation? La population vacille entre précarité et incertitude, malgré les efforts diplomatiques tant au niveau régional qu'au niveau africain et même international. La paix tarde à venir, Anita, et les processus de paix engagés jusqu'ici, Doha, Washington, Luanda et récemment Lomé, parce que pas plus tard qu'hier, le président de la République a reçu le panel des médiateurs désignés par l'Union africaine, et justement pour mener à bon port cette recherche de la paix. Donc, malgré tout ce qu'on a enclenché comme processus pouvant ramener la paix apparaît comme un horizon encore fugitif, un horizon qu'il faut continuer à conquérir. Voilà, Cédric Kenina, est-ce que réellement la guerre a cessé dans l'est du pays, plus précisément à Goma, à ce stade? La guerre, pas sous sa forme naturelle, où on voit 2 armées ou encore 2 camps s'affronter en pleine ville. C'est vrai, nous avons évité cette image de bain de sang. À la limite, les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas voulu que l'humanité assiste à une sorte d'hécatombe.
C'est ce qui a fait que Goma est tombé entre les mains. Ce n'est pas à justifier, ça c'est sûr, parce que la justice militaire avait établi, certes, les responsabilités, mais est-il que Goma n'est pas en paix. Goma vit une autre forme de guerre après son occupation par les forces spéciales rwandaises. Je dirais, Anita, pour conclure, s'il faut parler en termes de bilan, c'est vraiment un désastre. Parce qu'on assiste au quotidien à des assassinats ciblés. C'était d'ailleurs dès les premières heures de la prise de la ville de Goma. Tous les résistants ont été muselés, soit guillotinés tout simplement, parce que c'était devenu un espace de non-droit, une sorte de no man's land, entre les mains, le mot est juste, des barbares, des gens sans foi ni loi, et dans un monde où seule la loi du plus fort règne, parce que la justice dans son sens éthique n'existe plus dans le parti occupé par les forces spéciales rwandaises, et Goma s'est désarticulé dans tous les domaines, économiques, social, culturel, mais aussi politique. Quand je dis politique, c'est vrai, la FCM 23 a installé une administration parallèle, mais qui réellement n'a pas tous les leviers du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est d'abord une sorte d'alliance invisible entre les administrés et ceux-là qui gèrent. Mais en réalité, les images l'ont démontré. Vous avez vu la dernière vidéo lors des commémorations, je ne sais pas moi, des massacres, je ne sais pas, organisés par la FCM 23. Vous avez vu une dame en pleurs et qui visiblement réclamait auprès du coordonnateur de la FCM 23 les départs des troupes rwandaises. Parce que ils en ont une vidéo qui a circulé, devenu naturellement virale sur la toile. Donc c'est pour dire que la population en a marre, c'est ça le mot, ça paraît péjoratif, mais c'est ça le mot qu'il faut employer. Et aujourd'hui, en dehors de Goma, une année après, c'est Bukavu qui s'est ajouté dans cet espace visiblement obscur. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, la ville d'Uvira, grâce à Dieu, grâce à la perspicacité de la diplomatie de Kinshasa, Uvira a été retirée des griffes des agresseurs rwandais. Jusque-là, le spectre de l'agresseur plane encore tout autour de la ville d'Uvira. Mais avec cette diplomatie agissante, nous gardons encore espoir que le danger sera éloigné et que l'armée va essayer, va prendre les dessus pour récupérer nos territoires à nous, parce qu'on a comme l'impression que les territoires occupés jusque-là par le RDF, ça a été de droit. D'où ma question. Et qu'on est en face d'une rébellion classique. Est-ce que cette paix est encore possible, ou les populations doivent s'habituer à vivre avec cette crise permanente? La paix est possible, parce que nous n'avons pas connu que la guerre dans ces pays. On a connu un long moment de paix avec Mobutu. Avant Mobutu, c'était une période de turbulence et d'incertitude. Personne ne pouvait envisager voir le Congo dans ses frontières traditionnelles d'aujourd'hui. Rappelez-vous de la rébellion Moulélé de l'époque, qui s'engagait entre les mains, la partie orientale occupée par les rebelles de Moulélé. Mobutu qui est resté, c'est vrai, la communauté internationale y était pour beaucoup dans la résolution de ces conflits armés, l'un des conflits également le plus sanglant, vous le savez très bien, qui voulait consacrer la partition du pays. Mais aujourd'hui, le Congo s'est redressé plusieurs années après. Avec Mobutu, on a connu une longue période d'instabilité, si ce n'est l'instabilité institutionnelle qui est venue après la zarianisation, qui nous a apporté plus le malheur que le bonheur. Mais en réalité, le Congo est ce pays résilient, capable de... Les Congolais, disons-le, sont capables de se surpasser et de dépasser les clivages ou encore
tout ce qui est comme discours clivant. Et moi, je suis sûr et certain que nous allons arriver à une paix durable. Pas l'ataraxie comme telle, la paix suprême, mais du moins une paix durable. Le Grand Mofwenge, une année après, l'aéroport de Goma, toujours fermé. Quelles en sont les raisons sécuritaires données par Kinshasa? Non, mais... Et pourquoi est-ce qu'elle reste fermée jusqu'à ce jour? Parce qu'elle paralyse quand même l'économie de l'Est de la RDC. Il est vrai que l'aéroport international de Goma a été fermé. C'est l'un des effets induits de l'occupation rwandaise. Les tarmacs est bondé de carcasses des voitures, des véhicules, justement pour empêcher pour empêcher à ce que les avions atterrissent ou décollent. Et pourtant, cet aéroport de Goma, c'est la porte d'entrée et de sortie de ce coin. Cet aéroport est international et ça permet à ces coins de la République de se désenclaver. Mais puisque vous parlez de cet aéroport, sa fermeture, justement, une année après, impacte sur l'économie de cette partie du pays, le nord et le sud Kivu. C'est à travers l'aéroport de Goma que les marchandises en termes de production locale atteignent les horizons divers. C'est toujours à travers cet aéroport de Goma que les produits importés atteignent aussi les nord et les sud Kivu. Puisque la fermeture de cet aéroport impacte sur l'économie du nord et du sud Kivu, laissez-moi dire ici que rien que le nord et le sud Kivu, ça représente 12 à 15% du PIB national de ces pays. Donc Goma ne joue plus son rôle du pôle économique. À en croire le VP Macha de l'économie, le prof Daniel Mokoko Samba, Nord Kivu, Sud Kivu, à elles seules, toutes deux, 12-15% de notre économie. L'aéroport est fermé. Puisque nous parlons de l'économie, il faut aussi dire que l'une des raisons de cette agression, c'est la recherche des FDLR. Mais c'est un faux fouillant à entendre encore Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Selon ses propos, on l'a suivi le 27 janvier passé, journée de la commémoration des victimes des atrocités. Julien Paluku a dit ceci: les vrais FDLR recherchés par les forces rwandaises, c'est la production agricole, ce sont les minerais. Vous savez, avec cette agression, il y a une révélation presque troublante de Julien Paluku. Laquelle? C'est que la vente des minerais faisait gagner au Rwanda 70 millions de dollars par an. Mais dès lors qu'on a étendu l'agression vers Bukavu et le Sud Kivu, le Rwanda gagne environ 2 milliards de dollars. La vente de tout ce qui est or et tout le reste. Et jadis, les Rwandais publiaient les statistiques de toutes ces ventes. Lorsque vous entrez dans le net ou vous demandez au ministère de Finances ou de l'économie du Rwanda, on ne publie plus. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que la communauté internationale focalise son attention sur cette augmentation exponentielle de devises ou des finances rwandaises. Au fait, on fait face à ce qu'on appelle une économie de prédation. Le Rwanda occupe le nord et le sud Kivu, bien que le nord et le sud Kivu, au-delà des aspects des minéraux, on doit vous rappeler que ce sont deux provinces à vocation agricole aussi. Maintenant que dans ces deux provinces, on enregistre, selon les statistiques des OCHA et les autres, plus de 7 millions de déplacés internes, et pour la plupart des agriculteurs. Donc comprenez qu'il y a baisse des productions agricoles. Tout le reste qu'il y a, c'est pour nourrir les agresseurs et puis exporter vers le Rwanda. Les banques sont fermées. Les banques sont fermées. À Goma, cela profite à qui? Est-ce que la population en souffre ou bien ça profite à qui?
La population en souffre, mais je crois que c'était une mesure justifiée par le gouvernement. On ne peut pas faire confiance aux agresseurs qui sont des étrangers, des Rwandais, leur donner la possibilité de contrôler les circuits financiers. Et là encore, même si les banques sont fermées, les gouvernements gardent quand même une mainmise sur ça, parce que je dois vous dire que malgré la fermeture des banques, les fonctionnaires de l'État sont payés. On a trouvé d'autres modalités, notamment avec le M-Pesa ou Airtel Money et les autres. Une façon de contourner. Vous voyez. Autre chose, c'est que nous parlons de l'économie. L'aéroport est fermé. Il y a l'asphyxie fiscale. Avec la présence des agresseurs, ils ont introduit le système d'une double taxation, des taxes démesurées. Ça fait que ce qu'on appelle l'entrepreneuriat local, tout ce qu'on avait comme commerçants, hommes d'affaires, ils sont en exil maintenant. Les activités productrices des recettes sont paralysées. Nous sommes en contact avec nos amis qui sont à Goma, mais tout provient du Rwanda. Ce sont des femmes des militaires, ce sont des femmes des responsables de l'agression qui sont dans l'agroalimentaire, dans ceci, cela. Donc l'entrepreneuriat local est tout à fait paralysé, effondré. Donc lorsque on va rétablir la paix, parce que à entendre même Julien Paluku... C'est pour bientôt. Oui, j'ai dit ici la fois passée que Félix Tshisekedi avait pris le risque de dérwandaliser les institutions et l'armée. Mais sur le plan économique, puisque nous parlons du Nord et du Sud Kivu, qu'est-ce qui s'est passé? Félix Tshisekedi a compris, après une prédation de plus de 20 ans, qu'il fallait attaquer le mal à la racine. Cette guerre est d'abord économique. Qu'est-ce qu'il faut faire? À qui profiter tous ces minéraux volés? C'est le sens qu'il faille donner aux discussions avec les Qatar et les États-Unis. Les Rwandais commercialisent des minéraux qui ne produisent pas. Félix Tshisekedi l'a compris. C'est le sens de notre deal maintenant avec les États-Unis d'Amérique. Et très prochainement, on va signer à Abu Dhabi un autre deal, je crois, avec les Qataris. Justement, le monde entier maintenant a compris que le Rwanda commercialise des minéraux qui ne produisent pas, il n'a pas de gisement. Maintenant, on va traiter directement avec nous. Donc, l'économie des prédations va prendre fin. Et vous verrez que même l'économie du Rwanda va s'effondrer. Parce que c'est une économie qui repose sur la prédation. Il faut piller les ressources du Nord et du Sud Kivu. Il faut casser les capitales humains. On tue, on massacre, on provoque l'errance ou les déplacements massifs en interne. Et les populations rwandaises viennent occuper nos territoires. Tout ça, c'est de la prédation. Donc, avec les ciblages de tous ces circuits illicites, je crois que, comme l'a dit le ministre Paluku, selon lui, en tout cas, les M23 ou l'AFC-M23, excusez-moi, ça pourrait être la dernière rébellion qu'on puisse connaître dans ces pays. Cédric Elina, une année après, est-ce que les forces loyalistes ont une capacité d'action autour de la ville de Goma? Et quel rôle les forces étrangères jouent dans cette occupation rwandaise? D'abord, ce n'est pas une première fois qu'on assiste à une guerre internationale africaine en République démocratique du Congo. L'on se souvient de l'arrivée de l'AFDEL, qui était appuyée par la même armée rwandaise et ougandaise. L'on se souvient également des événements de triste mémoire des Kisangani, où on a assisté à une bataille rangée entre deux armées étrangères, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, en pleine ville de Kisangani. L'on se souvient également de l'apport du Zimbabwe pour appuyer les forces loyalistes face à la toute première agression avec l'entrée de l'AFDEL. Les amis d'hier qui se sont brouillés par la suite, et c'est la guerre qui a éclaté par la suite. On se souvient de l'apport du Zimbabwe, on se souvient également de l'apport de l'Angola dans cette même guerre.
La SADC. L'on se souvient également de la SADC, les forces de la SADC, y compris les Tchad. Donc c'est pour dire que la RDC est au cœur des enjeux à l'international, au-delà de l'échelle africaine. Et les vrais commanditeurs plutôt, seraient en réalité tapis dans l'ombre, en train de marionnettiser certains de nos voisins, tels que le Rwanda et les autres. Et Dieu aidant, la République démocratique du Congo a eu toujours des amis sur qui elle peut s'appuyer. Et à l'heure où nous parlons, nous avons les Burundis qui apportent son soutien aux forces loyalistes. Et pour revenir à votre question, si l'on peut de nouveau gagner du terrain, moi j'ai dit oui, parce que l'exemple de la ville d'Ouvira est une parfaite illustration. Anita, la guerre ne se gagne pas toujours sur les champs de bataille. Une guerre peut se gagner en dehors des champs de bataille. Et ça a été le cas, je crois bien, en 2013 ou 2014, quand tout le monde disait que ça n'était fini avec les M23 dans sa version 2013-2012. C'était mis en parti politique, je pense. C'était notamment la diplomatie qui avait joué pleinement son rôle à l'époque. Et les maîtres de ces temps-là avaient décidé de mettre fin à la créature qui était les M23, et ça a été chose faite. Pourquoi pas aujourd'hui, avec la pression internationale? Parce que Ouvira, ce n'est qu'un exemple qui peut s'étendre dans d'autres villes. Les Américains ont besoin que le deal se réalise le plus vite que possible. Vous voyez la politique appliquée par le président américain Donald Trump. C'est la réelle politique. C'est l'instant, c'est l'in situ. Justement, Kenina, les États-Unis, c'est quand même une grande puissance. Entériner un accord à Doha, je pense que sur le terrain, le Rwanda devait se retirer, il devait avoir un retrait, un retrait définitif jusqu'à... Immédiat. jusqu'à pas seulement après l'accord. Et quitter vraiment le territoire nous avons des résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 2773, qui intime l'ordre aux forces spéciales rwandaises de débarrasser les planchers, de quitter les sols congolais. Ça n'a jamais été fait. Il y a une sorte de faiblesse à l'international quant à l'application du droit international, qui s'applique, moi je l'ai toujours dit sur ces plateaux, à géométrie variable. Quand il s'agit de l'Ukraine, c'est le droit international qui est brandi. Et quand il s'agit de la République démocratique du Congo, on met tout le monde dans le même diapason pour négocier. Moi je vois très mal un pays voisin qui occupe indûment un pan important du territoire qui n'est pas le leur, faire en sorte que les deux parties se retrouvent sur une table de négociation et se mettent à cogiter pour une exploitation mutuellement profitable. C'est parmi les faiblesses constatées dans la résolution des conflits à l'international. D'où l'essentiel, l'essence même de votre question. Nous devons nous préparer beaucoup plus à la guerre qu'à la paix. Parce qu'on a comme l'impression que la paix, à chaque fois que nous faisons un pas, nous reculons de 2 autres pas. Donc, le pays est dans l'obligation avec la loi de programmation qui verra les ressources allouées à la défense atteindre plus de 5 milliards de dollars. Et avec les ressources humaines que nous avons au sein de nos forces de défense et de sécurité, je suis persuadé que l'on peut inverser la tendance et c'est une obligation. Ce n'est même pas une option parce que le chef de l'État a dit tout récemment lors de sa dernière visite à Oyo auprès de son homologue Sassou Nguesso, il a dit que nous sommes préparés à toutes sortes de situations. Nous sommes prêts pour la paix et nous sommes également prêts pour faire la guerre parce qu'on ne doit pas rester indéfiniment sur une table de négociation, d'autant plus que les pays ont besoin de se développer, les pays ont besoin de respirer comme tout autre, et l'Afrique, à travers la République démocratique du Congo, a besoin de vie. Voilà. Grand Moufungue, que révèle plutôt cette occupation rwandaise sur la diplomatie politique et diplomatique dans l'Est de la RDC? Est-ce que le processus de paix a
a-t-il montré ses limites? Avant de répondre à votre question, il y a lieu de revenir sur l'aspect militaro-sécuritaire qu'a développé Je sais Cédric. que c'est un point que vous aimez beaucoup. Oui, l'État, c'est d'abord la sécurité, madame. L'État, c'est d'abord l'armée. J'ai dit une fois ici que ces pays peuvent faire une année sans parlement, mais pas une année sans gouvernement. On peut renvoyer tous ces députés, retourner à la maison, le pays ne va pas mourir. Mais si le pays tient, c'est à cause des FARDC, nos vaillants FARDC et puis les services de sécurité. Donc l'État est là d'abord pour faire la guerre vis-à-vis de ceux qui contrecarrent ses intérêts. Qu'est-ce qu'il faut dire sur le plan militaire et sécuritaire? Madame, la chute de Bunagana, la chute de Goma, Bukavu, Uvira, relance les débats sur notre dispositif sécuritaire et de défense. On ne peut pas aller vite comme ça, parce que la vie de l'État, c'est par rapport à ça. Malgré les dispositifs multilatéraux, des mécanismes régionaux, puisque vous aimez bien, malgré les processus de Doha, de Washington, Luanda, récemment Lomé, la paix n'est pas au rendez-vous. Et la République démocratique du Congo fait face à une espèce de contrainte classique. Il y a un écart constatable entre ses ambitions régionales. La RDC doit être cette locomotive de l'Afrique. Cette ambition est en divorce avec ses capacités de défense, ses capacités sécuritaires. Le manque de ce... Au fait, ces déficits capacitaires a fait que nous puissions aujourd'hui manquer Bunagana, Goma, Bukavu et Uvira. Un peu d'histoire. En 1997, juste après la chute du maréchal Mobutu, le défi auquel on devait faire face, c'est la restructuration de l'armée. Ça n'a pas été fait. Vous quittez la chute du maréchal Mobutu, nous sommes en 2003, après les dialogues intercongolais de Sun City. L'une des recommandations phares de ces forums, madame, c'est la reconstruction de l'armée, c'est la refondation de l'armée. Au lieu de s'y atteler, on s'est contenté des brassages et mixages, des éléments composites ou hétéroclites venus du MLC, du RCD Goma et toutes ces rébellions. Ils font partie maintenant des FARDC. Au fait, ce qui fait que pour le moment, les mixages et les brassages étaient au fait des stratégies conflictogènes. Cette armée a un sérieux problème au niveau de la chaîne de commandement. Il faut dire ici que lorsque vous voyez même des officiers qui gèrent mal la question de l'Est, des officiers interpellés, la plupart ont intégré les FARDC à travers les mécanismes de brassage et mixage. Et toutes ces interpellations auxquelles on est en train d'assister, je l'ai toujours dit ici, on ne peut pas gagner la guerre avec des officiers top, des officiers qui font tout sauf pour la République. Suivez les audiences à la haute cour d'ordre militaire. Rappelez-vous les révélations tonitruantes du général Constant Ndima. Toutes ces interpellations des officiers ne sont pas anodines. C'est pour dire que la paix, oui, la vraie paix de ces pays est consécutive à une armée, à des services de sécurité refondés. Voyez-vous? Et ces pays, je l'ai dit encore, manquent de Mamadou Ndala, de Baouma, de Mbouja Mabé. En tout cas, il faut suivre ces audiences-là. Vous aurez froid au dos. Des officiers qui ont prêté serment de défendre la République, mais parfois sont des connivences avec l'ennemi. Comment on va gagner? Et il faut se dire que diplomatie, oui, mais la position géostratégique de la RDC, j'ai parlé de ses ambitions régionales, ne sont pas toujours vues d'un bon œil avec beaucoup de pays qui nous concurrencent. L'Angola est une puissance régionale, le Kenya est une puissance régionale. Est-ce que tous ces pays sont prêts à accepter
que nous puissions reprendre le leadership qu'on avait du temps de Mobutu? Il me semble non. Non. Donc on ne peut pas se contenter. Pourquoi ils ne peuvent pas accepter? Nous sommes quand même un État souverain. Oui, mais nous sommes souverains. Oui. Mais notre relèvement va nuire à certains positionnements. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Maintenant, nous allons en Angola. Pourquoi? Parce que l'Angola est fort. À un moment, nous sommes entrés à l'EAC parce que le Kenya est fort. Ce sont des puissances régionales. Vous voyez? Le rôle que jouait Mobutu sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'armée, c'est joué maintenant par l'Ouganda et le Rwanda. Et pourtant, la RDC a toutes les potentialités de se relever. Mais dans la paix, la RDC n'est pas un pays de guerre, où n'a pas de velléités bellicistes comme le pensent Kagame et les autres. Une RDC pacifiée, une RDC en sérénité va servir les autres nations et va servir même le monde entier, parce que nous avons parlé des pays solutions ici. Donc voyez-vous, diplomatie, oui, mais la paix n'est pas toujours au rendez-vous. Je vais chuter par dire que... Est-ce que cette occupation rwandaise menace-t-elle l'unité nationale et l'intégrité du territoire national? Mais madame, l'agression du Rwanda menace notre unité. Nous n'avons plus de mainmise sur de longs territoires du nord et du sud Kivu. J'ai démontré ici que sur le plan économique, nous sommes amputés des recettes du nord et du sud Kivu, dans un contexte où les dépenses sécuritaires ont augmenté. Il y a l'agression. J'ai dit ici que le nord et le sud Kivu, c'est 12 à 15% du PIB national. J'ai dit ici que, suite à cette guerre, puisque le nord et le sud Kivu sont occupés, il y a augmentation des recettes minières du Rwanda de 70 millions à 2 milliards. Quelle augmentation! Donc l'agression rwandaise menace l'intégrité territoriale du pays dans la mesure où nous ne contrôlons plus certains territoires du nord et du sud Kivu, dans la mesure où les dispositifs économiques, financiers de ces deux provinces-là nous échappent, dans la mesure où la convivialité avec les compatriotes qui sont dans ces coins du pays, la convivialité est mise à mal. Je viens de répondre à cette question. Donc l'agression rwandaise menace l'intégrité territoriale, menace l'unité nationale. Mais il fallait dire un mot aussi sur le fait que, sur le plan humanitaire, le bilan est lourd et interpellateur. J'ai suivi les coordonnateurs humanitaires en RDC, le français Bruno Le Marquis. Il dit ceci: le conflit à l'Est fait 15 millions, selon ces statistiques, 15 millions de gens qui sont en détresse, mais qu'il faille assister. Mais on va les assister comment? Dans un environnement où la RDC est coincée d'une part entre la baisse de l'aide internationale au développement, parce que vous savez, les États-Unis qui sont grands contributeurs financiers des missions humanitaires viennent de se retirer de 60 organisations internationales. Voyez-vous, la même communauté internationale doit gérer la crise en Ukraine, la crise à Gaza, la crise en Iran. Et donc, la RDC n'est pas l'unique priorité. Et en interne, cette guerre fait perdre beaucoup d'argent à la République. L'aspect humanitaire, la catastrophe humanitaire est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même la conférence de Paris du mois d'octobre sur l'humanitaire, qui demandait ou avait chiffré ou plafonné les besoins humanitaires en RDC à plus d'1 milliard de dollars, peine à mobiliser ces fonds. Qu'est-ce que nous devons faire? À ce jour, est-ce qu'on peut parler de crimes humanitaires majeurs ou d'une catastrophe silencieuse? Non. Là encore, j'en conviens avec Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire en RDC, qui dit que la crise humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo est l'une des plus graves que le monde ait connues après la Deuxième Guerre mondiale. Ces propos ont été relayés
en marge de la conférence humanitaire de Paris, relayée par pas n'importe qui, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Voyez-vous, la crise humanitaire est là. Les besoins sont énormes, mais il y a modicité de financement par rapport à ça. Et là, c'est une interpellation parce que vous avez voulu qu'on parle de l'humanitaire. Oui, on ne peut pas se contenter, excusez-moi. C'est lié à la guerre, oui, à l'occupation. On ne peut pas se contenter de l'assistanat financier international, de la perfusion financière internationale. Nous avons un ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Savez-vous que nous avons un dispositif ici qu'on appelle Caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes. Il faut mobiliser des fonds, madame, en interne. C'est notre problème. C'est nous qui souffrons. Mais ces fonds qu'on mobilise n'arrivent toujours pas à destination. C'est ça le problème. Je prends le risque d'interpeller madame Bazaïba qui suit cette émission. Monsieur Bongolé, le DG de la Caisse de solidarité nationale, il y a lieu de faire des collectes de fonds, monter des mécanismes de solidarité nationale pour que les compatriotes puissent procéder à des collectes. Ça se faisait. Parce que si nous attendons l'aide internationale, on vient de vous dire que les États-Unis notamment et beaucoup d'organismes ne peuvent plus donner. Nous allons laisser les compatriotes qui errent à Bujumbura et ailleurs comme ça. Parce que quand on fait ce genre de collecte, malheureusement, des fois, ça n'arrive pas à destination. Ça n'arrive pas à destination. Je crois que l'IGF nous suit. Ça va nous aider. Les crimes commis dans les zones sous occupation du M23 AFC peuvent-ils être poursuivis par la justice? Peut-on parler des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité? Qui doit répondre de la justice? Les exécutants, les rebelles ou ceux qui sont à la tête de ces rébellions? D'abord, ce sont des crimes à grande échelle, comme on le dit, et ce sont des crimes imprescriptibles, madame. Donc, tôt ou tard, ceux-là qui ont commis ces crimes graves contre l'humanité devront absolument répondre de leurs actes. Ça, c'est une évidence. Et je crois que la machine a été déjà enclenchée par le gouvernement de la République. Pas plus tard que cette semaine, le ministre des Droits humains a lancé un atelier dont les experts étaient chargés de documenter les récits, témoignages et autres faits mettant en scène les troupes rwandaises ou encore les troupes d'occupation contre les populations civiles des zones occupées. Donc c'est pour dire que tout est ficelé et qu'au moment opportun, la justice internationale surtout, et la justice en interne, parce qu'on ne peut pas faire la paix sans pour autant parler de la justice. Une justice transitionnelle, comme on aime bien le dire. Ça ne doit pas rester à travers un simple slogan. Cela doit se vivre pour que nous puissions penser nos plaies, oublier tout de même cette tragédie humaine qu'on a connue durant plus de 3 décennies et passer à autre chose. Donc, les gens qui commettent les crimes aujourd'hui, mais je n'aimerais pas en parler parce que des fois ça me met dans des conditions un peu difficiles quand on parle des Congolais qu'on a eu à transférer à la Cour pénale internationale. Si on compte le nombre, il semble que nous sommes majoritaires. Et c'est avec raison parce que s'il y a une zone de la planète ou de l'Afrique où il y a eu plus de morts, on parle de plus de 10 millions de morts, c'est la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal que les responsables puissent être devant leurs actes et répondre de leurs actes. Sauf que nous donnons de l'eau, nous mettons de l'eau au moulin de ceux-là qui ont une autre vision de choses, qui pensent que la justice internationale, elle est faite pour un certain nombre de pays et pas d'autres. Les États-Unis se sont d'ailleurs retirés. Et pourquoi nous devons rester enchaînés? Et si nous devons rester enchaînés, c'est parce que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et que la République démocratique du Congo reste une sorte d'épicentre
où règne le non-droit, où l'effusion des sangs devient un mode opératoire pour certains d'entre nous et nos voisins. Parce que quand on parle de la crise congolaise, il faut l'intégrer dans toutes ses dimensions. La dimension internationale avec la prédation économique dont Mufwege le Grand vient de faire allusion, mais aussi la manipulation interne des locaux, de certains acteurs, que ce soit politiques ou militaires congolais, qui se mettent sous les drapeaux estampillés AFC M23, qui en réalité représenteraient les Rwandais et des intérêts obscurs derrière. Donc, il nous faut une justice, et il le faut rapidement, parce que, n'oublions pas, parce que les gens ont tendance à croire que les négociations à venir, ou encore les dialogues à venir, s'il faut le dire en ces termes, pourra effacer, comme si c'était d'un revers de la main, tous ces crimes commis durant toutes ces années. Moi, je ne pense pas. On a connu Bosco Tanganda, on a connu Thomas Lubanga, malheureusement, il revient au galop. Les gens qui ont été déférés devant la Cour pénale internationale. Et je crois que l'histoire est une machine qui tourne. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, on est invulnérable parce qu'on a entre les mains sa Kalachnikov et qu'on est maître dans un endroit donné. Je crois demain ou après-demain, ça ne sera pas le cas. Donc, nous devons penser à ça, et cette justice doit être une justice réellement équitable, parce que quand on parle des crimes, une chose est vraie qu'à grande échelle, c'est les Rwandais, mais aussi ces Congolais qui commettent des crimes, quelle que soit leur appartenance, qu'ils soient du côté de l'occupation, qu'ils soient du côté loyaliste. La justice doit faire son travail. Nous devons essuyer les larmes des Congolais et nous devons le faire tous en cœur, avec beaucoup plus d'engagement. Le Grand Mufwege, l'RDC vient de commémorer ces morts à travers une journée leur dédiée. Pourquoi est-ce qu'il est important d'institutionnaliser cette journée en mémoire des victimes de l'Est? Vous savez, quand j'ai suivi cet élément-là, c'est au fait la commémoration des victimes des atrocités tenues à l'Académie des Beaux-Arts ici, devant même la chef du gouvernement, au-delà des émotions qu'elle a su contenir, Madame Judith Souminoua, chef du gouvernement, a entre autres dit ceci: cette journée ne peut pas être comprise comme un simple rappel des douleurs que nous avons endurées, mais surtout comme une reconnaissance des existences fauchées, des familles meurtries, par un plan pensé, planifié de cette agression dont nous sommes victimes. Il faut commémorer, il faut se souvenir de ces atrocités pour montrer premièrement aux compatriotes victimes que nous ne les oublions pas. Nous sommes soudés, nous sommes unis à eux. Que la République démocratique du Congo reste et restera un et indivisible. Mais les propos les mieux à tenir par rapport à votre question, ça a été rappelé par la Première ministre et Patrick Mouyaya, ministre de la Com et Médias, porte-parole du gouvernement. C'est en vue de la trilogie résistance, résilience et unité. Que tous ceux qui nous suivent de partout sachent que malgré l'agression, malgré les velléités sécessionnistes, malgré le fait que vous avez suivi Nanga et les autres, ont voulu monter les compatriotes du Nord et du Sud Kivu, faire des manifestations pour montrer un semblant de soutien à tout ce qu'ils font. Mais la jeunesse notamment, les compatriotes du Nord et du Sud Kivu ont dit non. Il s'en est suivi la bastonnade, des arrestations. Vous avez vu des vidéos, on était en train de flageller les jeunes parce qu'on a dit mobilisation, venez à meeting, ils ont refusé. Donc malgré cela, les Congolais restent unis. Les sentiments d'unité nationale, c'est le vrai rempart, madame, contre l'agression.
N'eût été cela, ces pays seraient déjà balkanisés. Voyez-vous, c'est bien cela. À travers cette commémoration, quel est le message que l'État congolais veut passer à la communauté internationale? À la communauté internationale, justement, le gouvernement congolais voudrait dire que l'intégrité territoriale de ce pays, l'unité de ces pays ne sont pas négociables. Et que malgré cette agression, malgré les commanditaires qui soutiennent ça, cette agression, en fait, c'est une espèce d'atavisme. Ça veut dire une espèce d'héritage presque pourri que Félix Tshisekedi a. L'agression, c'est depuis 97. Puis-je vous dire que l'AFDEL, en fait, l'opération de l'AFDEL, c'était une agression. Ce qu'a fait le RCD Goma d'Azara Sourouberwa, c'était l'agression. Le CNDP de Laurent Kunda, c'est une agression. Ce que fait Nanga et les autres ici, c'est une agression. Là encore, je dis merci à Madame Mathilde Munkatabara, je crois, si je ne m'abuse, ambassadrice rwandaise accréditée à l'ONU, qui a clairement avoué à la face du monde le soutien logistique, le soutien financier du Rwanda à l'AFC M23. L'AFC M23 n'existe pas. Et ce n'est pas une première. C'est le Rwanda déguisé. C'est une espèce de cheval de Troie. On l'a su également parce qu'en maintes reprises, à chaque fois que l'AFC M23 se trouvait dans l'inconfort, c'est le Rwanda qui venait à la rescousse. Tout à fait. Souvenez-vous, avec le rendez-vous de Paris sur la crise humanitaire dans la partie est du pays, le président français Emmanuel Macron a émis le vœu de voir l'aéroport de Goma rouvrir ses portes. La première des réactions est venue de Kigali. De Kigali. C'est pour dire qu'ils ont une mainmise sur tout ce qui se passe dans la partie Est et que nos amis de l'AFC 23, les acteurs locaux, ne représentent qu'une sorte de kaléidoscope fragmenté des individus sans grande valeur. Donc, sur ce point-là, c'est extrêmement clair qu'il s'agit d'une agression d'un maître. Le ministre de la Communication et Médias parle du père, du fils et tout ça. C'est une figure qui paraît insolite, mais c'est ça la triste réalité que nous vivons au quotidien. Voilà une commémoration qui s'inscrit plutôt dans le cadre de la journée de mémoire, résilience, résistance et unité organisée par le ministre de la Communication, justement. Que signifie aujourd'hui la résistance dans ce contexte actuel? D'abord, il faut saluer l'initiative parce qu'un peuple sans mémoire, un peuple sans histoire, c'est en quelque sorte un monde sans âme. On l'a toujours dit. Et je crois, à travers de telles initiatives, nous galvanisons ce qu'on appelle les égrégores congolais, une sorte de divinité imaginaire que nous créons dans la mémoire collective pour justement amener à cette forme de résistance. Parce que quand on parle du devoir des mémoires, les Congolais invoquent sans pour autant les dire Kimbangu. Les Congolais invoquent sans pour autant les dire Kimpavita. Donc, sur ce point-là, c'est ce qui crée en nous, sans conteste, parce que cela est visible, cette forme de résilience. Et si le pays est dans ses frontières actuelles, sans pour autant connaître les spectres qui a toujours plané sur lui de la balkanisation, c'est grâce, entre autres, à cette forme de vouloir à tout prix vivre en commun. Parce que les gens qui sont à Goma, ils ne sont jamais coupés des liens qui nous unissent, que ce soit les liens culturels, les liens économiques. Vous venez parler des banques tout à l'heure. C'est vrai. Moi, je ne dis pas que c'est une manœuvre du pouvoir, parce que quel est cet opérateur sérieux qui peut admettre que l'une de ces succursales ou autre puisse continuer à fonctionner normalement dans une zone occupée par une armée étrangère? À Goma, il n'est resté que d'implanter, je crois bien, les drapeaux rwandais. Et
c'est ce qui fait que ces gens-là ont des limites. C'est tout honte but. Il y a des opérateurs rwandais déjà qui s'exercent à occuper les terrains à la place des opérateurs qui ont reçu mandat du gouvernement de Kinshasa. Donc, nous sommes dans une phase, Madame Anita, extrêmement critique de la vie de notre pays et qui nécessite une forme de résilience au-delà de nos clivages et qui nécessite un engagement de tout et chacun. Moi, je salue souvent les positions prises par Martin Fayulu, quand bien même qu'en politique, tout est visé, tout est acte projeté dans le futur avec un intérêt inavoué. Mais en réalité, c'est qu'à la surface de cet acte opposé, c'est d'abord cet esprit patriotique qui anime les Congolais, c'est vouloir vivre ensemble, c'est vouloir dialoguer indépendamment des forces extérieures. C'est pour cela que moi je soutiens à tout prix. La dernière fois, nous étions avec Edi Tchala qui a parlé d'une guerre essentiellement, d'une situation essentiellement militaire et que les dialogues devraient s'articuler sur les aspects essentiellement militaires. Il peut avoir raison à moitié, mais le Congo a également un problème. Et ces problèmes, nous devons les régler en interne avec des acteurs internes qui veulent intégrer les camps de la patrie pour faire face à l'agression. Et je crois que Martin Fayulu est de ceux-là. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui veulent également intégrer. Moi, je souhaiterais que ça soit sans visée politique. Parce que très souvent, vous aviez parlé de la mangeoire la dernière fois. On aboutit inéluctablement à ça c'est vrai, parce que après négociation, il faut qu'on se redistribue des postes de responsabilité. C'est tout à fait naturel, parce que pour des gens qui se sont tirés dessus, pas seulement avec de la Kalachnikov, mais aussi avec des paroles et autres, il est souhaitable de mettre quelqu'un sur une sorte de bulle de gestion pour qu'en fait, que chacun de nous puisse démontrer de quoi il est capable et de mettre en pratique ce qu'elle a comme philosophie politique. Là, ce n'était qu'une parenthèse. Anita, moi, je réitère pour revenir à votre question. La paix, c'est un impératif pour les Congolais. Tout ce qui est fait, que ce soit à l'international, les différentes négociations, les dialogues tels que ça se dessine déjà, c'est un effort commun, sans distinction, de parvenir à une paix durable. Mais les démarches semblent diverger, ça c'est vrai. Et c'est ça le travail des dialogues. Faire en sorte que les esprits puissent converger et qu'in fine, nous puissions avoir un résultat escompté et continuer à bâtir notre pays. Voilà, Grand Mouffengue, pensez-vous qu'à travers cette journée de commémoration en faveur des victimes, les populations de Sabinyo, Bunagana, Uvira ont reçu une reconnaissance nationale? Ah, bien sûr. Vous avez suivi parmi les intervenants de cette journée, il y a eu quelqu'un de la société civile, de ce coin meurtri, même quelqu'un de Médecins sans frontières qui rend des services. Le message a été capté, le message a été reçu. Je crois que ça valait la peine d'organiser cette manif, une façon d'honorer ses compatriotes victimes des atrocités. Mais puisque nous sommes en train de faire une espèce de bilan de cette agression, je voudrais indiquer ici qu'il y a une espèce de dialectique ou d'interaction entre l'humanitaire et les judiciaires. Je retourne sur le terrain humanitaire. Savez-vous qu'avec cette agression rwandaise, le taux de déscolarisation a augmenté? Des écoles, madame, ont été détruites. Les enfants sont contraints à l'errance. Des familles dispersées. Maman se trouve à Beni, papa est à Goma, les enfants on ne sait où. Voyez-vous? Sur le plan sanitaire,
tous les centres connaissent une situation de stock de médicaments. Je vous donne 2 cas. Les antirétroviraux, pour ceux qui portent le virus du sida, le stock est épuisé. Dans un contexte de guerre, ils font comment? Il n'y a pas d'antipaludique, d'antituberculeux. On fait comment? Les corps développent ce qu'on appelle la résistance. Mais c'est une espèce de bombe biologique. Voyez-vous? Restons toujours dans l'humanitaire. Quand Goma est tombé, nous avons parlé des carnages. On a fauché des vies humaines. Et ce carnage a été reconnu à la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève. C'est documenté. À travers ces carnages, il y a des crimes imprescriptibles, même des crimes de droit commun. C'est pour embrayer sur le propos de Kenina de tout à l'heure. Les négociations en cours, les processus de paix en cours ne mettent pas entre parenthèses les procédures judiciaires. C'est quoi un crime imprescriptible? Les auteurs, les responsables répondront de leurs actes tôt ou tard. Madame, des vies ont été fauchées, des femmes mutilées, des femmes violées, et c'est documenté. Les enquêteurs de la CPI étaient ici. J'ai suivi même le ministre Nguefa Guillaume, le ministre de la Justice, lors de cette manifestation à laquelle vous faites allusion. Il a dit non, détrompez-vous, les auteurs des crimes seront poursuivis. On est en train d'y travailler. Et Cédric a fait mention de l'atelier organisé par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba. Tout est en train d'être documenté. Seulement que le temps judiciaire, c'est différent du temps politique. Les enquêtes peuvent prendre autant de temps que ça va prendre. Mais ça finira par aboutir, justice sera rendue. Voilà. Cédric Kenina, la reprise des discussions à Doha marque-t-elle un véritable retour de la paix ou une simple relance diplomatique sans garantie? La paix, ça serait trop tôt de l'avouer, de dire aujourd'hui que ça profile déjà à l'horizon. Non, parce que jusque-là, on est loin des objectifs assignés. Et puis, quand vous voyez le point de vue des uns et des autres, on sent que cette diamétralité qui s'oppose, cette sorte de fossé continue à s'élargir, parce que Kinshasa a tendu la main. Après juste la signature de Washington, le lendemain de cette signature, c'est la ville de Uvira qui tombe entre les mains de l'AFC M23. C'est une question de confiance. Et là, dès le départ, la confiance a été rompue. Souvenez-vous, dans son discours, le président de la République l'a dit. Nous allons y mettre du sérieux dans l'application. Reste maintenant aux autres protagonistes, notamment au Rwanda, parce que c'est les maîtres à jouer dans la partie occupée, d'y mettre également du sérieux pour que nous puissions aboutir finalement à une paix durable. Ça n'a pas été le cas dès le premier jour de la signature de l'accord de Washington. Donc cet élément confiance qui vacille, je vois très mal qu'aujourd'hui, au retour de Doha, que cela marcherait comme si ça serait sur des roulettes, madame. Nous sommes en négociation. Qui dit négociation, l'on ravale, l'on récoupe, ou l'on défait, l'on refait. Donc c'est toutes ces contradictions-là qui ne sont pas linéaires, qui sont parfois difficiles à comprendre, qui sont appelées, ces contradictions appelées à s'aligner sur des éléments clairs pouvant nous donner espoir pour que nous puissions aboutir un jour à la paix. Le Grand Moufongué, pourquoi le Qatar revient aujourd'hui, quelques mois, comme médiateur après un blocage? Vous connaissez mes positions par rapport au processus de paix tant de Washington que de Doha. C'est-à-dire que les médiateurs devraient s'adapter à l'évolution du contexte, à la résurgence de certaines données. Dès lors que le monde entier reconnaît l'unicité entre le Rwanda et l'AFC M23,
Le processus de Doha, je vous ai dit ici, devenait inutile. Cédric l'a dit. L'ambassadeur américain à l'ONU l'a démontré. C'est le Rwanda qui occupe le nord et le sud Kivu. L'erreur en amont, c'est d'avoir dissocié les processus. Au fait, nous sommes en train de négocier avec Kagame à double niveau. À Washington, c'est à visage découvert et à Doha, de façon voilée. C'est la même personne. Est-ce que c'est une pression internationale ou c'est à la demande du gouvernement congolais? Demande du gouvernement, je ne pense pas. C'est le Qatar qui a rappelé les deux parties, à savoir le gouvernement de Kinshasa et le tandem AFC-M23 à rejoindre la table de négociation. Mais le plus important est que le monde ou la communauté internationale doit noter que si le processus de paix n'avance pas, c'est le Rwanda qui viole l'un des acquis de l'accord cadre de Doha, à savoir le cessez-le-feu. La démonstration de la violation du cessez-le-feu, c'est avec la chute d'Ouvira, qui est intervenue juste après la signature de l'accord. Kagame pensait démontrer sa force, mais c'était une espèce de guet-apens. C'était un piège. Il est entré, mais en entrant, il a prouvé au monde entier que c'est bien lui. Ce n'est même pas Nanga qui est pantin. Donc on devait mettre fin. Stop à Doha, c'est une aventure. Parce que comme dit Patrick Mouyaya, c'est le père et le fils. Le fils ne fait que ce que le père lui dicte. Il faut arrêter cette aventure. Voilà, on finit avec Cédric Kenina. Après Doha, Luanda, Washington, la paix est-elle possible en RDC? Oui, la paix est possible seulement si les acteurs s'engagent résolument sur ce chemin, ce bon chemin qui devrait en principe nous conduire vers une paix durable. Mais ce processus sera tout de même difficile, jonché des obstacles difficiles parfois à surmonter. On l'a vu, Moufoué l'a dit, moi je l'ai dit tout à l'heure, avec l'accord de Washington qui supplante apparemment tout ce qui est comme accord à l'international. Kagame a plusieurs facettes, a plusieurs dimensions. La faute n'est pas à Kagame. Moi, je trouve que c'est à la communauté internationale qui fait une mauvaise lecture de la crise congolaise. Parce que quand l'AFCM 23, moi je parle de la brigade avancée de l'armée rwandaise, occupe la ville de Uvira, le secrétaire d'État américain intime l'ordre au Rwanda, ce n'est pas à l'AFCM 23. Et les jours suivants, c'est un communiqué qui tombe demandant aux troupes rwandaises de quitter la ville. Et c'est ce qui a été fait. C'est en deuxième lieu que Corneille Nangaa s'est exprimé par rapport à ces retraits. Le premier jour, il rechignait, il refusait de les faire. C'est Kigali qui intime l'ordre aux troupes sur place de quitter la ville d'Uvira suite à une pression américaine. Donc, l'espoir est permis pour que nous puissions aboutir à une paix durable, à condition que les protagonistes intériorisent l'aspect avenir du pays, l'aspect avenir des Congolais, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un camp qui cherche à sacrifier sur l'autel des intérêts inavoués l'avenir ou encore hypothéquer l'avenir de toute une nation. Merci Cédric Kenina. L'espoir est permis pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Merci d'avoir suivi cette émission réalisée par Patrick Kachala. Cette émission, nous la dédions aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons vous retrouver le samedi prochain avec les mêmes invités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.